Bonjour à tous et bienvenue pour la réunion de présentation des résultats annuels du groupe Claranova pour l'exercice 2024-2025. Je donne tout de suite la parole à Éric Garot, le directeur général de Claranova. Merci Didier pour cette intro. Bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous et évidemment à distance. Donc ce soir, on vous présentera les résultats annuels de la société sur l'exercice 2024 et 2025. Donc, comme vous êtes habitués maintenant de nous voir, je prendrai la parole en premier lieu pour vous faire un aperçu un peu du business. Je passerai ensuite le micro ou l'opportunité à Xavier de vous parler en détail plutôt des chiffres. Et je reviendrai un peu plus tard pour revenir sur les projets qui animeront le restant de l'année fiscale et avec un petit rappel sur comment on voit le futur chez Claranova. Donc, sans plus tarder, évidemment, 2025 s'inscrit et cette année fiscale dans un tournant décisif. C'est important de le mentionner, c'est une société avec laquelle on a fait beaucoup de choses, on a pris des décisions. Donc, les changements de périmètre, etc. Comme vous savez, évidemment, le fait d'armes, c'est la cession des activités de Planète Art. Donc, si on regarde plus particulièrement dans les chiffres, bien, on avait déjà présenté, on a un chiffre d'affaires qui est globalement stable, donc plus 1,4 périmètre et taux constant versus ce qu'on avait l'an dernier, donc à 118 millions d'euros. Un ROC normalisé à 24 millions, donc stable par rapport à l'exercice précédent. On l'avait mentionné, aux alentours des 20 donc c'est ce qu'on a livré. Ce qui est hyper important, et on rentrera un peu plus dans les détails, mais un résultat net à 73 millions d'euros. Donc, avec la cession, évidemment, de Planète Art, c'est un changement majeur versus l'an passé et les dernières années où on avait un résultat net négatif qui était à moins de 12 millions d'euros. Si on vous donne un aperçu rapide, et je ne vais pas trop passer de temps là-dessus parce que Xavier le fera quand même et on rentrera dans les détails, bien, je viens de vous parler en fait du chiffre d'affaires, du ROC normalisé. Il y a la marge opérationnelle à 20 le résultat net, mais les capitaux propres. Ça fait longtemps qu'on se traînait avec des capitaux propres en consolidé négatif. C'est important de mentionner qu'en social, les capitaux propres ont toujours été positifs. Mais là, maintenant, on retourne à des capitaux propres consolidés qui sont positifs. Xavier vous donnera tout le détail après. Donc, voilà les grands chiffres clés. Mais par contre, si on rentre un peu plus dans le détail où on vous reporte sur le business, ça veut dire quoi? Mais maintenant, Claranova, c'est un pure player de l'édition de logiciels. On est axé sur 3 segments porteurs de technologies propriétaires, donc sécurité utilitaire, le PDF et la photo. Donc, évidemment, on reste un business fort qui est des ventes par abonnement en mode SaaS. 75 de nos revenus sont des revenus récurrents. Si on regarde la répartition du chiffre d'affaires de façon globale, 40 de notre chiffre est fait en Europe, 40 est fait en Amérique du Nord, et vous voyez la répartition. Je vous parle rapidement de ce partage entre le B2C et le B2B, donc 95 B2C. Donc, on reste une boîte résolument B2C, 5 en B2B. On a pris des engagements sur ce côté-là également de faire croître cette proportion-là du business qui va croître de façon beaucoup plus accélérée que le restant du business parce qu'évidemment, on voit une croissance totale du business, mais on voit évidemment cette part du B2B qui, à minimum, doublera sur l'horizon 2028. Donc, voilà un peu les grands axes du business. Si on rentre maintenant plutôt sur la performance du business en termes de chiffre d'affaires, bien, la croissance organique de 1 c'est une croissance, comme j'expliquais, à périmètre et à taux constant. Les activités core du business, donc les 3 segments, représentent aujourd'hui 93 du chiffre d'affaires. Donc, on a vu évidemment une dynamique de croissance sur la sécurité, une croissance de 5 une légère décroissance sur le PDF à moins 4 et la décroissance de la photo, évidemment, qui était intimement reliée à nos ralentissements des investissements marketing. Ce qui est important de regarder comment on voit les choses, on a des drivers qui sont très solides. Il y a 75 de récurrence dans nos revenus sur 2024 et la base client est en croissance de 4 malgré, évidemment, un ralentissement de nos investissements marketing. Et si on regarde plus précisément, bon, je vous donne le partage ici de notre chiffre d'affaires.
Les 2 tiers environ du chiffre sont faits sur les utilitaires, donc avec Adaware, avec plusieurs produits à l'intérieur de ce segment-là. L'autre tiers, ou à peu près, là, est fait sur le PDF et cette petite marge pour la photo avec NPixio sur l'évolution du chiffre. Ce qu'on ne représente pas là en bas, mais que vous voyez en haut, ce sont les activités non-core américaines qui restent toujours dans le périmètre sur l'exercice 2025. Si maintenant on fait cet exercice-là et on regarde plutôt d'un point de vue ROC normalisé, le ROC normalisé stable à 24 millions d'euros, c'est une croissance de 6 par contre des activités ou du ROC normalisé sur les activités stratégiques. C'est une croissance de 9 sur les utilitaires, 11 sur le PDF et c'est un EBITDA qui est à la baisse sur les photos. Ce qui est important, on l'a mentionné à plusieurs fois et vous avez questionné à juste titre comment on voit un peu l'avenir, qu'est-ce qui explique ces changements-là. Lorsqu'on a publié le chiffre, évidemment, on vous a donné, lorsqu'on a publié le dernier chiffre, la performance également du Q4. Bon, les gens nous ont dit, ouais, mais bon, est-ce qu'on est en mesure de changer un peu cette tendance-là? On a eu des questions à savoir qu'est-ce qui explique au Q4, par exemple, ce déclin du chiffre de 4 bien, c'est ce qu'on vous dit ici, là. Et la dernière fois, j'en ai parlé un peu. Lorsqu'on regarde, évidemment, comment est-ce qu'on joue le curseur entre les investissements marketing et la profitabilité, c'est là que ça a été hyper important d'avoir cet arbitrage-là dans la façon dont on a géré le business. Évidemment, lorsqu'on fait une session d'activité comme Planet Art, on entre dans des négociations, il y a un partage des coûts qui est fait. Vous comprendrez, vous verrez très bien dans le communiqué. On a été très clair et aujourd'hui, on peut en parler. On était dans une situation où lorsqu'on vend un actif comme Planet Art, avant de rentrer dans cette dynamique de discussion-là, les coûts corporate, entre autres, de Claranova étaient partagés à travers toutes les filiales. Cette année, le morceau de business qu'on garde et qu'on regarde aujourd'hui, qui est celui d'AvantQuest, AvantQuest a absorbé des coûts additionnels corporate que Planet Art n'a pas payé dans la configuration 2025. Donc, c'est important de le dire parce que ça vient affecter la performance du business et ça l'affecte doublement parce qu'évidemment, lorsqu'on est dans une situation où on a une dette à minimum que je vais dire qui est chère, et vous me direz probablement très cher et je ne vous contredirai pas. Donc, on doit servir la dette. On doit payer plus que notre portion des frais normalement qu'on payait historiquement. C'est là où on doit jouer avec ce curseur-là des investissements marketing. Donc, je tiens à insister, on a fait moins d'investissements marketing en 2025 qu'on a fait en 2024. On a diminué nos investissements marketing. On a un business qui est intimement relié à court, lorsqu'on fait des acquisitions clients, notre capacité d'investir pour cette acquisition client-là. Donc, malgré tout ça, et au Q4, par exemple, on avait dit, hein, c'est un ralentissement des investissements marketing de 14 sur le Q4 seulement. Et on a fait moins 4. Bon, lorsqu'on regarde l'année aujourd'hui, on est stable et on a ralenti nos investissements marketing. Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que les équipes en interne ont maximisé la performance du business. Ils ont réussi à maximiser les campagnes d'acquisition. Évidemment, on a coupé ceux qui étaient moins profitables à court terme. Ça ne veut pas dire nécessairement que ces campagnes-là n'ont pas un retour de rentabilité qui existait auparavant. C'est juste que ce retour de rentabilité-là, lorsqu'il était beaucoup plus loin dans le temps, on a décidé, on a choisi de couper ces campagnes-là pour préserver la profitabilité du business et livrer ce qu'on devrait faire, ce qu'on devait faire et absorber des coûts. Donc, c'est important de le mentionner. Et lorsqu'on regarde le futur, bien évidemment, la croissance dans le futur, elle est reliée à quoi? Et elle est reliée à un point hyper important, et pas qu'un seul point, mais le point hyper important chez nous, c'est cette capacité de réaccélérer nos investissements en acquisition client. Donc, on vous a partagé quelques KPI là, lorsqu'on a représenté la mise à jour de la feuille de route, vous donner une perspective sur où on était et comment est-ce qu'on a progressé sur 2025. Donc, un LTV to CAC à 2,20 qui est aujourd'hui à 2,47. La base client, ben oui, on avait une base client qui était dans une croissance un peu plus élevée sur 2024. On était à 11 %.
Bon, cette année, je vous l'ai dit, évidemment, on a ralenti les investissements en marketing. C'est quand même assez difficile de maintenir le même rythme de croissance. Malgré tout ça, malgré une régression et on a diminué les investissements en marketing, on réussit quand même à faire croître la base client. Donc ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Et ça démontre aussi la résilience du modèle et le fait que nos clients restent avec nos solutions. On est capable quand même de convertir et de faire croître cette base-là. Et bon, on a maintenu le pourcentage des revenus récurrents à 75 %. On a pris des engagements, si vous vous rappelez, en juillet, sur cette capacité-là à faire croître ces chiffres-là. On a donné des perspectives où on se voyait à 2028. Bon, évidemment, ce sont des chiffres globaux à travers les différentes catégories qu'on a sur Claranova avant Quest. Et lorsqu'on regarde ça, évidemment, il y a également aussi cette combinaison entre consommateurs et business. Donc, voilà pour les KPI stratégiques sur le business. Et donc, on va passer maintenant aux chiffres, aux résultats. Et donc, en préalable, donc une année assez particulière, et donc ça nécessite une petite précision méthodologique. Donc, vous allez retrouver dans les comptes cette année plusieurs spécificités. La première, c'est qu'on a, dans le cadre de l'application de la norme IFRS 5, reclassé les charges et les produits liés aux activités abandonnées PlanetArt et MyDevice sur une seule ligne du PNL. Vous la retrouvez en bas, donc c'est un peu spécifique. Toutes les données qui sont dans le compte de résultat ici, avant ces lignes-là, concernent bien évidemment l'activité poursuivie, l'activité donc sur le périmètre d'AvantQuest. Autre élément de méthodologique, c'est l'application de la directive AMF DOC 2021-02, qui est la présentation d'un compte de résultat pro forma. On le présentera ici, vous l'avez également dans la publication des comptes. C'est une façon d'identifier l'impact de l'opération de la cession de PlanetArt sur les comptes du groupe. Donc le premier élément, c'est, si je reprends par le haut, donc c'est le chiffre d'affaires, on en a déjà parlé, qui évolue de 122 millions à 118 millions d'euros, entrée légère hausse à périmètre et taux de change constant. Nous avons ici également le résultat opérationnel courant qui s'établit à 21 millions. Je vous rappelle qu'on publie, nous, le résultat, le ROC normalisé qui vient juste après et qui est en légère baisse par rapport enfin, le résultat opérationnel courant, pardon, lui, est en légère baisse par rapport à l'année précédente. Et puis, autre élément très important cette année, c'est le résultat net du groupe qui est de 73 millions, en hausse, comme Eric l'a évoqué, de 3 millions. Je reviendrai ensuite sur les résultats nets des activités poursuivies et abandonnées, donc qui nécessitent une présentation, une explication particulière. Donc on revient ici à l'affichage du ROC normalisé, sa composition. Donc il s'établit à 24 millions d'euros, en légère baisse de 2%, mais la contrepartie, c'est ici une marge opérationnelle qui s'établit à 20,4%, donc entrée nette hausse. Le résultat financier qui explique une bonne part de l'impact justement sur les résultats nets des activités poursuivies. Donc encore une fois, cette année, vous le voyez, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. L'année dernière, c'était fortement impacté par certes le coût de la dette, mais également l'impact lié au précédent Océane. Ici, vous voyez que la charge d'emprunt s'élève à 26 millions d'euros. Ça comprend à la fois la dette Shiny pour 25 millions d'euros, mais également les intérêts et le PIC payés sur l'exercice et la pénalité de remboursement anticipé que nous avons payé au moment du remboursement partiel de cette dette. Également une perte de change pour 3 millions d'euros, donc 2 millions qui sont à l'attente, donc une perte de change qui est maîtrisée. On a pris cet engagement-là et on y travaille énormément. Et puis un amortissement des frais d'emprunt pour 8 millions, également un événement un peu exceptionnel, vous le reverrez dans le détail du proforma, puisqu'en fait c'est la reprise des frais sur emprunt qui sont normalement étalés et là qu'on a repris au moment du remboursement. Donc un petit zoom particulier sur le résultat net poursuivi et abandonné. Donc vous le voyez, le résultat net des activités poursuivies, donc c'est un peu antinomique, puisqu'on garde l'objectif, c'est quand même de garder la partie la plus rentable, est ici fortement impacté ou apparaît négative de moins 28 millions d'euros. Mais en réalité, c'est parce que c'est sur cette ligne-là, de par la composition et l'application de la norme, que ça impacte tous les frais liés à la dette sur l'opération. Et ensuite, le résultat net des activités abandonnées, où bien évidemment on a là l'effet de la plus-value sur la cession. Donc c'est une présentation comptable, je vous rassure, le résultat net global, c'est la moyenne d'en bas, qui fait 73 millions d'euros.
Sur le résultat financier, donc là vous avez la présentation du pro forma. L'objectif du pro forma, c'est en fait d'imaginer les comptes de 2025, et c'est la colonne de droite, si l'opération de Planétart avait été faite en début d'année. D'accord ? Et donc là, vous le voyez, les évolutions, c'est un coût de la dette qui serait en théorie de 5,8 millions, alors la charge de la dette a été de 25 millions d'euros. Et vous avez la ventilation ici. Vous le voyez également sur la partie autres charges d'intérêt. Et donc là, c'est des charges normales qui ont été remboursées de façon exceptionnelle, puisqu'on a remboursé une dette, à la fois la dette Chani, mais également la dette SARLB pour 12,5 millions. À périmètre normal, on aurait eu 0,7 de dette à rembourser. Et puis, les amortissements de frais liés aux emprunts, 7,6 millions. C'est en réalité 0,8 si on n'avait pas été amené à reprendre ces provisions, ces étalements dans le cadre de l'opération. Voilà, donc le pro forma, il est bien évidemment beaucoup plus détaillé dans le communiqué de presse et dans les comptes qui seront publiés juste après. La trésorerie, donc également très mouvementée, ou du moins avec beaucoup d'exceptionnels sur la période. Vous retrouvez un flux de trésorerie d'exploitation de 14 millions d'euros qui est lié aux activités poursuivies, qui est stable par rapport à l'année dernière. Une ligne de 90 millions de flux d'investissement des activités poursuivies, donc qui comprennent la cession de Planétart pour 98 millions d'euros. C'est un solde net. Vous avez en bas, je ne vais pas détailler le bas de page, mais vous avez l'explication en partant des 121 millions de prix de cession, comment on arrive à ces 98 millions d'euros. Le paiement du complément de prix pour PDF Forge, qui était programmé et qui a été réalisé sur l'exercice, et puis la capitalisation de R&D pour 3 millions d'euros. Donc sur l'exercice, 3 millions d'euros de capitalisation. Voilà, donc ça, je vous rappelle que c'est une obligation de la norme de les capitaliser, mais ça prouve qu'on continue de façon très dynamique à investir sur nos produits et nos développements. Le point 3, ce sont les flux de trésorerie des activités poursuivies. Donc là, nous affichons moins 126 millions d'euros. Et là, ça prend en compte à la fois le remboursement de la dette Chani pour 93 millions, 13 millions pour la SARLB, 12,5 plus précisément. L'achat de la SCEP, je vous rappelle, qui est intervenu sur la période en novembre 2024, et également les autres dettes, et l'IFRS 16 pour 6 millions d'euros ici pris en compte. Le quatrième point, donc la trésorerie des activités poursuivies. Donc particularité cette année, on l'avait expliqué au moment de l'opération, le prix de cession, enfin le produit de la cession, compte tenu de la nécessité de faire le change au moment de l'opération, une partie du prix de cession est arrivée sur l'exercice full year 26, donc le 2 juillet, donc 4,6 millions d'euros. Donc ils ne figurent pas dans la trésorerie propre du groupe, ils y sont arrivés 2 jours après, pardon. Mais voilà, donc on parle de trésorerie théorique, entre beaucoup de guillemets, bien évidemment, qui n'est pas de 5-6, mais qui est plutôt de 10 millions quelques jours après, 2 jours après la clôture comptable. Sur la dette maintenant, donc bien évidemment, les opérations de l'année ont conduit à une réduction significative de l'endettement. Vous avez ici la dette bancaire, qui est constituée de la nouvelle dette Chani qui a permis de faire l'acquisition de la SCEP de 20 millions d'euros en novembre, contrebalancée par les remboursements que j'ai déjà évoqués, donc 87,5 millions d'euros de dettes remboursées auprès de Chani, le pool SARLB également qui a été remboursé, les remboursements naturels de la BPI et du PGE sur l'exercice, et puis la sortie des dettes de KT qui étaient, elles, portées par Planétart et MyDevice. Sur la dette financière globale, donc elle est en baisse de 66%, de façon très nette, et prenant en compte la trésorerie comptable au 30 juin, un endettement de 42,2 millions d'euros contre 102 millions d'endettement net à la fin de l'exercice. Si on reprend le principe de la trésorerie théorique, si je peux dire, on arriverait donc à un endettement net de 37,6 millions d'euros versus 102 l'année précédente, avec toutes les guillemets nécessaires autour de cet affichage-là et de cet éclairage-là, mais c'est pour bien l'avoir en tête, ce petit délai de 2 jours qu'il a fallu prendre en compte. Vous avez ici la dette brute cette fois-ci, donc elle est neutralisée des frais étalés, donc ça vous permet d'avoir la vision
complète et très détaillée, avec tout le détail, marge comprise, de notre dette. Son évolution potentielle, hein, donc on a 50 millions de dettes brutes au 30 juin, au moment de l'opération, 45 millions auprès de Shiny, la BPI et la dernière tranche du PGE. Voilà, on a ici illustré la potentielle capitalisation du PIC dans la dette Shiny, bien évidemment. On en a déjà parlé, on en reparlera plus tard. Les projets de restructuration, de raménagement ne nous conduiront pas à cette situation. Et d'ores et déjà, sur les dernières échéances de l'année, nous avons remboursé le PIC, et donc payé notre PIC et ne l'avons pas capitalisé. Ici, le bilan simplifié, et bien évidemment avec un élément très significatif qui sont nos capitaux propres consolidés toujours. Hein. Je rappelle que les capitaux propres sociaux l'ont toujours été. Et là, nous parlons des capitaux propres consolidés, mais c'est mieux d'avoir l'ensemble au-dessus de zéro. Ils étaient très nettement négatifs dans les derniers exercices. Et donc, il s'affiche à 40 millions au terme de cette opération, au terme de l'année. Un petit point particulier, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les actifs courants, le point 1 qui s'élève à 30 millions et donc qui comporte justement les 4,6 millions d'euros qui ne se retrouvent pas dans la ligne 2 qui serait la trésorerie du groupe à la clôture. Autre élément dont vous avez pris connaissance, hein, qui figure ici, c'est le compte séquestre qui a été mis en place au terme de l'opération de cession de Planétart. Je vous rappelle que un séquestre a été mis en place pour 10 millions de dollars, 8,5 millions d'euros. C'est lié à... Alors, ce n'est pas le complément de prix, hein, nous l'avons clairement expliqué, c'est un séquestre, une garantie sur des opérations potentiellement liées à des taxes américaines. Voilà, le groupe est très confiant sur la capacité à la récupérer. Nous n'avons pas provisionné non plus de risque sur cette perspective. Donc, vous les retrouvez là dans l'actif courant du bilan. Point 3, j'en ai parlé. Le 4, bon, c'est bien évidemment, et c'est un peu redondant, je suis désolé, mais c'est ici au bilan, c'est la dette, baisse très significative de l'endettement financier, 66%. Et un point à noter tout de même, c'est que aujourd'hui, le total de bilan est de 136 millions versus 228, donc baisse du total de bilan, bien évidemment, au terme de cette année. Conclusion, si je peux dire, sur la partie purement financière, c'est finalement un profil de risque complètement renouvelé. Hein. On a l'ensemble de nos feux qui sont au vert. Ça, c'est un bon indicateur et ça fait plaisir. C'est le fruit de cette année de transition. Hein. Donc, on a parlé du chiffre d'affaires, on a parlé de la marge opérationnelle, l'endettement maîtrisé, la trésorerie que j'affiche ici avec les 10 millions de dollars potentiellement à percevoir, les capitaux propres, le résultat net enfin positif. Voilà, reste un petit feu orange, il n'est pas que vert, hein, il n'est pas vert, mais c'est le poids, l'impact de la dette sur le résultat financier. Alors, il y a eu des opérations de remboursement qui ont impacté, comme je l'évoquais, mais clairement, cette dette reste chère et donc on a d'ores et déjà affiché notre souhait, notre volonté de la refinancer. Et le profil de risque du groupe aujourd'hui, bien évidemment, ouvre beaucoup de perspectives et nous permet d'avoir des discussions très saines et établies aujourd'hui avec nos partenaires financiers et bancaires. Au-delà de ces résultats financiers, bien évidemment, nos résultats extra-financiers, hein, puisque c'est une autre évolution et nouveauté de l'exercice. Nous avons publié pour la première fois notre rapport de durabilité, hein, à la norme, sur la base de la directive de le CSRD. Petit point de méthodologie, autant sur la partie financière, je vous l'évoquais, on a donc exclu les activités de Planétart et de MyDevice au titre de la norme IFRS 5. Dans le cadre du périmètre de durabilité, CSRD, il y figure. D'accord, donc il faut avoir bien en tête qu'aujourd'hui, cette photo de nos résultats extra-financiers retrace le passé, hein, puisque bien évidemment, dès l'année prochaine, on publiera sur ce format-là avec bien évidemment un périmètre tout à fait différent, et notamment sur les éléments environnementaux, hein, un tout autre profil, puisque Planétart, qui a du bien tangible, si je peux dire, du transport, bien évidemment sur les critères d'impact environnementaux est beaucoup plus impactant que les activités de
de logiciels. Donc un engagement fort du groupe, hein, on a continué à investir dans ce domaine-là, beaucoup avancé. La publication d'un rapport CSRD, ce n'est pas rien, vous le savez, hein, donc on a poursuivi ces efforts et aujourd'hui on arrive à publier ce rapport. On a également un résultat tangible qui suit son cours, on continue à améliorer notre extra-financier Etifinance, hein, on passe aujourd'hui à 49%. Voilà, donc c'est une tendance lourde, vous le savez, et ça prend en compte de nombreux paramètres, et donc c'est un bon indicateur. Donc je le disais, le rapport de durabilité publié pour la première année, et puis également, ça fait partie de cette démarche, la publication d'un plan stratégique ESG avec des engagements forts à la fois et à horizon pour chaque année à venir et à horizon 2030, donc sur un engagement de long terme, à la fois sur une gouvernance responsable, assurant éthique, transparence et protection des données, un engagement social fort, mais également une trajectoire environnementale pragmatique et des engagements forts sur nos critères d'émissions à gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité énergétique. J'y reviens derrière avec un zoom plus particulier sur ces engagements. Ces engagements sont tous suivis d'objectifs très précis, avec un échéancier. Vous les aurez, je ne vais pas les détailler là, mais vous les avez en annexe et ils sont publiés bien sûr dans le rapport, à la fois des engagements forts au niveau environnemental. Vous le voyez, les objectifs visant à mesurer et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Des engagements afin de suivre et augmenter les parts des énergies faibles à émissions de carbone utilisées pour le stockage des données, hein. Nous avons beaucoup de serveurs, donc c'est ici qu'on va mesurer cet impact-là, et puis encourager la circularité, le recyclage des matériaux et des produits. Voilà, c'est bien évidemment un engagement que nous prenons avec des objectifs très, très, très forts dans ce domaine-là. Au niveau des engagements sociaux, accompagner le développement des compétences, donc c'est beaucoup d'investissements pour accompagner nos collaborateurs, beaucoup de sensibilisation sur des sujets de sécurité, de protection des données, donc des sujets très, très, très sensibles. Promouvoir la diversité, garantir un environnement de travail sûr et sain, donc on a labellisage zéro dommage, et puis encourager le dialogue social dans l'entreprise. Donc tout ça est suivi de KPI, vous le verrez plus loin, en annexe quand vous y référerez. Voilà, on a vraiment des engagements très, très, très forts. Au niveau des engagements en termes de gouvernance, sensibiliser et former à la cybersécurité, c'est notre risque majeur, hein, au sein du groupe. On en a tout à fait conscience, on le mesure en permanence, on le suit en permanence, et donc on est très sensible à ce que l'ensemble des collaborateurs soient sensibles à cette problématique-là. Protection des données, j'en ai parlé, assurer un marketing transparent et responsable, hein, on parlait tout à l'heure de marketing, donc c'est une action forte pour aller faire l'acquisition de clientèle, donc il doit être responsable, ce marketing. Prévenir la corruption et le trafic d'influence, bien évidemment, et donc sensibilisation de l'ensemble de nos équipes. J'en ai fini donc sur les rapports à la fois financiers et extra-financiers. Je repasse la parole à Eric. Merci Xavier. Donc, comme on mentionnait un peu plus tôt, l'important aussi pour nous, c'est de vous donner un petit peu cette perspective-là, disons, dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on s'attend, quels sont un peu les projets clés sur lesquels nous travaillerons. Est-ce qu'on a envie, en fait, de revenir vers vous dans les prochaines communications avec ce qu'on anticipe être des bonnes nouvelles. Donc, sans plus tarder, on veut regarder et partager avec vous. Donc, on l'a mentionné à plusieurs occasions. Vous nous avez posé des questions. Donc, évidemment, il y a cette poursuite pour la cession des activités non stratégiques ou non-core aux États-Unis. Donc, c'est un projet qu'on a au calendrier de cette année. Donc, c'est un engagement qu'on prend. Là. On est dans cette perspective-là et on reviendra vers vous lorsqu'on aura des choses concrètes à annoncer sur ce côté-là. Je pense que le point qu'on martèle, mais peut-être qu'on ne martèle pas suffisamment souvent ou avec force, mais je vais le refaire à nouveau, c'est le refinancement de la dette Cheney Capital. Je veux être hyper clair. Et les gens de chez Cheney peuvent voir, peuvent entendre. On a des gens d'ailleurs qui sont sur le board. On a un représentant de Cheney qui est au board. Donc, ce n'est pas une nouvelle qui est cachée. C'est avoué, c'est discuté. Quand Xavier mentionne qu'on a des discussions, on a des discussions présentement avec plusieurs acteurs, que ce soit des acteurs européens ou des acteurs nord-américains.
Donc, on est dans cette logique-là de refinancement de la dette avant la fin de l'exercice 2025-2026. Donc, évidemment, tout ça, ça veut dire quoi lorsqu'on parle de refinancement de la dette? Mais il y a deux choses très importantes. C'est notre capacité à se refinancer à des conditions de marché qui correspondent à notre profil de risque. On va se le dire, la 16 qu'on payait sur la dette me donnait des boutons, probablement tout autant qu'à vous. Donc, on veut se replacer dans une situation où on va être dans des conditions de marché qui sont normales. Et évidemment, tout ça, lorsque ça sera fait et acté, c'est d'avoir maintenant de la capacité ou de la flexibilité pour soutenir le plan de croissance. Je vous dis, ce qui a été compliqué, et encore quand même un peu aujourd'hui, on le voit, cette dette-là, il faut continuer à la servir. On paye toujours 16 sur notre dette. Évidemment, c'est compliqué lorsqu'il faut jouer avec le curseur des investissements. Et donc, on est dans une anticipation avec beaucoup d'empressement à pouvoir refinancer cette dette-là. Je vous ai parlé de l'accélération de la croissance du B2B. Bien, aujourd'hui, on est là pour vous parler là, des résultats globaux. On se verra évidemment en novembre lorsqu'on parlera de la performance du Q1. Évidemment, on reste dans une dynamique où il y a un contrôle quand même sur les investissements marketing, mais aujourd'hui, on est en moyen de faire des choix, des arbitrages encore plus judicieux. Le B2B est en croissance, donc on partagera un peu plus d'informations sur ça en novembre, mais on peut vous dire évidemment que cet objectif qu'on s'est donné de le doubler à horizon 2028, bien, on est déjà dans cette dynamique-là avec une forte croissance au niveau du B2B. Et le point qu'on veut amener vers vous ici, et à ce moment-là, je vais retourner la parole à Xavier pour en tourner, on proposera aux actionnaires, à l'Assemblée des actionnaires, un transfert vers Euronext Growth. Et Xavier vous expliquera un peu la perspective et ce que ça donne et qu'est-ce qui motive cette proposition. Donc la raison de cette proposition, parce qu'on le présentera, donc, comme l'évoquait Eric, à l'Assemblée générale, et si elle y consent, la procédure nous amènera jusqu'au mois de février, normalement, pour la bascule sur le marché Euronext Growth. On a donné là quelques composantes financières, de façon à bien mesurer ce choix. Clairement, l'idée, c'est d'avoir, aujourd'hui, vu la taille du groupe, les changements importants à opérer, d'avoir une meilleure visibilité de Clara Nova sur le marché de sa cotation. Et on le voit ici, on est tout petit parmi des très grands, on devient un peu plus grand parmi des un peu plus petits, mais voilà, donc on n'est plus du tout dans le bas du classement. Et donc l'idée, c'est vraiment de se remettre au milieu de la mêlée et d'obtenir une meilleure visibilité. Tous les éléments d'analyse, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations qui sont faites dans ce domaine-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. On se rend compte qu'il n'y a pas de désavantage sur la cotation, il n'y a pas de désavantage sur les actionnaires que vous êtes, sur les actionnaires que nous sommes. Voilà, donc c'est plutôt une bonne dynamique. On garde la même liquidité, on a autant de liquidité, les investisseurs sont aussi diversifiés que sur d'autres marchés. Voilà, donc a priori, pas d'impact lié à cette cotation. Bien évidemment, ça nous permet d'être assez pragmatique par rapport à la taille du groupe aujourd'hui, et d'aller vers un allègement du cadre réglementaire. Ça ne veut pas dire qu'on va tout jeter avec l'eau du bain. Il se peut potentiellement, alors la réglementation change encore, mais potentiellement qu'on ne soit pas soumis à la CSRD au sens large, mais vous l'aurez compris, les engagements et les efforts que nous avons faits ces derniers temps ne vont pas être abandonnés en totalité. Voilà, donc du coup, on continuera bien évidemment à avoir un des meilleurs standards en matière de communication, de transparence et suivi du cadre réglementaire, mais malgré tout, il y a quand même un cadre moins strict. Et l'autre élément, c'est que mécaniquement, ça a aussi des effets en matière de réduction de coûts, donc affectation de ces dépenses plutôt sur des choses très productives, notamment, vous l'aurez compris, nos enveloppes de marketing qui produisent assez rapidement des effets positifs. Donc, ce qui est important de mentionner, et vous le verrez dans les communiqués, dans l'information qui sera partagée, évidemment, comme on mentionnait, c'est que ce transfert-là ou cette proposition de transfert, elle sera proposée à l'Assemblée générale. Dans nos perspectives, évidemment, on a fait beaucoup d'études, on a fait beaucoup de travail de notre côté, mais on a fait des travaux aussi
du travail avec des banques d'affaires. Vous apprendrez qu'on propose que ce soit Swiss Life Bank qui nous accompagne dans ce transfert comme listing sponsor pour passer sur l'Euronext. Lorsqu'on a regardé les statistiques sur le nombre de transferts qui se font soit du compartiment B et C vers le growth ou à l'inverse, lorsqu'on regarde comment le marché est dynamique ou d'ailleurs, statistiquement, dans les dernières années, les small et les mid-cap ont fait des investissements, on voit qu'il y a une activité, je vais dire, beaucoup plus florissante et plus appropriée pour Claranova de se retrouver dans le growth plutôt que de rester sur le compartiment. Donc, il y a plusieurs, évidemment, à notre sens, motivations et avantages sur le côté de le faire. Donc, vous verrez les détails qui seront partagés avec vous, etc. Mais c'est au final, pour nous, c'est de se retrouver, en fait, si je peux expliquer ou utiliser l'expression, dans le bon aquarium. On préfère toujours être un plus gros poisson dans un aquarium peut-être un peu plus petit. Et lorsqu'on parle de visibilité et d'intérêt à ce moment-là, c'est fait dans cette perspective-là. Donc, je vais rappeler à nouveau, je pense que c'est toujours bon de le faire, les perspectives sur cette croissance qu'on a annoncée, nos perspectives sur 2028. On a parlé en fait d'un chiffre un chiffre d'affaires qui se situera entre 150 et 160 millions. Donc, un taux de croissance annuel moyen entre 8 à 11 Je l'ai mentionné à plusieurs fois, mais je tiens à le renouveler. Il ne faut pas s'attendre à une croissance linéaire. On nous a posé quelquefois cette question-là. Je veux le redire à nouveau. Vous ne verrez pas une croissance linéaire sur le business. Pourquoi? C'est toujours la même histoire et je vais le répéter aussi souvent que vous me le demanderez. Je n'ai pas de souci avec ça. Il y a une inertie dans un business comme le nôtre. Il y a une inertie lorsqu'on fait où on ralentit des investissements marketing, mais il y a une inertie lorsqu'on réaccélère les investissements marketing. On ne peut pas sauter à pieds joints sur l'accélérateur parce qu'on n'envoie pas les bons signaux, évidemment, sur les différentes plateformes. Donc, il faut le faire de façon sensible et raisonnée. Et évidemment, lorsqu'on commence à faire ou retourner ce cercle vertueux, bien évidemment, c'est là où on a les bénéfices. Donc, vous pouvez vous attendre à avoir un plan qui a une accélération plutôt vers, évidemment, l'année 2 et l'année 3 de ce plan-là. À forte rentabilité, la marge opérationnelle entre 23 et 25 je vais vous dire, moi, ma satisfaction ou mon approche, ce sera de dire je serai plutôt satisfait lorsqu'on sera dans la fourchette haute de ce qu'on a donné comme perspective. C'est plutôt là où je vois les équipes livrer le plan, surtout lorsqu'on regarde la dynamique qu'on a instaurée maintenant. Donc, si vous avez à réfléchir un peu et à retravailler des fois des modèles et faire rouler un peu justement ces chiffres-là, je vous dirais c'est plutôt ça. L'endettement sain, on a dit proche de zéro. On a évidemment bien compris lorsqu'on avait dit moins de 1. Moins de 1, ça se situe entre 0, voire positif, et 1. Je pense que la plupart des gens ont regardé ou se sont dit, bien, on va prendre l'aspect un peu moins positif et plutôt de le regarder de façon pessimistique. On tient à préciser, proche de 0. Donc, c'est important lorsque, effectivement, on regarde la performance du business. Le levier net sera proche de 0 à l'horizon 2028. Donc, on voulait revenir sur ces points-là. C'est important de le faire. Donc, c'est comme ça qu'on voit évidemment le futur. On vous a parlé de cette année 2025. C'est une année également en 2026 hyper intéressante, hyper excitante pour les équipes parce qu'on continue à lancer de nouveaux produits. On voit cette dynamique-là qui s'installe. On est en train tranquillement de recouvrir notre capacité à retourner sur des investissements marketing plus intéressants. Donc, comme on mentionnait, il y a plusieurs projets aussi de transformation à nouveau dans la société. Voilà de façon globale les résultats sur l'année fiscale 2025 et comment est-ce qu'on voit les années futures. Donc, merci de votre attention et on se reverra sur nos prochaines publications. Merci à tous. Merci.